Bonjour à tous et bienvenue au sommet de l'élevage 2024, au sommet de l'élevage durable. Alors pourquoi avoir accolé durable à ce sommet de l'élevage, tant cela paraît évident? Évidemment que l'élevage durable est un modèle à suivre. Or, il existe plusieurs modèles d'élevage, tant l'agriculture est diverse et protéiforme. Et c'est justement sur cette richesse et sur cette diversité qu'il va falloir s'appuyer pour trouver le point d'équilibre et résoudre un certain nombre d'équations, dont celle du climat. Comment l'agriculture peut et doit être l'allié numéro 1 de la lutte contre le changement climatique? Pour en débattre, il me fallait 2 pointures dans leur catégorie que vous allez découvrir dans un instant. Marc Benoît, bonjour, vous êtes ingénieur de recherche et agroéconomiste à l'INRAE, et Joël Pigagnol, élu à la Chambre de l'agriculture du Cantal et associé aux travaux de la Copamac Sidam. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Marc Benoît, vous êtes agroéconomiste de formation et dans les années 90, vous avez d'abord enquêté sur la performance des fermes sur l'angle économique. C'est vraiment votre objet de recherche premier. Oui, c'est ça. En 1987, c'était déjà la crise du secteur d'élevage ovin-viande en particulier. Et donc j'ai été embauché pour travailler sur les solutions, pour redorer le blason de cette production. Et c'est après que la question de l'énergie est arrivée pour vous? Alors moi, ce qui m'intéressait, bien sûr, c'est les performances économiques, mais les performances environnementales m'ont toujours intéressé, en particulier donc consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre. Donc on a développé ces approches dans les 50 fermes qu'on a enquêtées pendant 25 ans. 50 fermes. Et pourquoi 50? Pourquoi pas 10? Une cinquantaine qui se répartissaient pour moitié sur le Massif central, donc sur 7-8 départements du Nord Massif central, et dans la zone emblématique de l'élevage ovin, c'est-à-dire l'Ouest, la Vienne et la Haute-Vienne. Donc c'était l'ovin tout particulièrement? Voilà, ovin, et donc des systèmes de montagne Massif central, et puis des systèmes de plaine avec des enjeux qui sont quand même un peu différents. Et dans les grandes lignes, quelles ont été vos conclusions? Les conclusions, en zone de montagne, en fait, les systèmes relativement intensifiés d'un point de vue reproduction, ce qu'on appelle 3 agnelages en 2 ans, ont toujours montré des performances intéressantes, même si le coût des intrants aujourd'hui peut remettre un petit peu en cause. Et en zone de plaine, c'était les systèmes traditionnels herbagés qui vraiment tiraient leur épingle du jeu, donc des mises bas au printemps, engraissement d'agneaux à l'herbe, mais qui ne répondaient pas forcément tout à fait aux besoins de la filière. Donc en respectant finalement un cycle biologique assez naturel? Voilà, tout à fait. Donc des systèmes productifs avec très peu d'intrants, c'est-à-dire quasiment pas d'azote chimique puisque ce système était basé sur les légumineuses, et des engraissements à l'herbe, donc sans quasiment de céréales utilisées. Et récemment, vous avez donné un coup d'accélérateur dans vos recherches en contribuant au PTEF, au plan de transformation de l'économie française de Jean-Marc Jancovici, car vous trouviez que les rapports étaient un petit peu parcellaires, en tout cas concernant l'agriculture. Il y avait des pièces qui manquaient au PULS, n'est-ce pas? Alors le volet agriculture a été développé seulement en 2024. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait que des éléments relativement anciens que je trouvais insuffisants. Et je leur ai proposé de collaborer. Donc moi, j'ai fait des analyses depuis 2 ans sur la question. Je crois que les vaches chalaires sont en train de débarquer sur le plateau. Ne vous laissez pas perturber, Marc. Oui, donc on a échangé sur l'analyse que j'avais pu construire au fil des 2-3 dernières années. Donc, en traitant à la fois de la question d'un élevage durable au service de l'agriculture et de la façon dont l'élevage pourrait faire face à la crise énergétique qu'on a pu connaître depuis 2 ans. Joël Pigagnol, a-t-on besoin de l'élevage dans un souci de lutte contre le changement climatique? Pardon pour ma question un peu subversive. Non, mais je peux y répondre facilement parce que oui, l'élevage peut être une réponse à l'évolution, au changement climatique. Donc, je suis moi-même éleveur avant cet accompagnement. Parce que ça a déjà été évoqué, l'herbe c'est un support qui a capacité à fixer du carbone. Et donc en maintenant nos systèmes herbagers, on est des acteurs. Et puis il y a d'autres volets. Moi je suis aussi sur mon exploitation producteur d'énergie en utilisant mes toits pour le photovoltaïque. Donc voilà, il y a divers aspects qui peuvent être un accompagnement. Donc il existe, si je comprends bien, un élevage durable à partir du moment où on considère que les systèmes herbagers c'est le socle de tout. Parfaitement. Voilà, on en avait la conviction, on l'a travaillé donc à l'échelle du Massif central, au travers de la structure qui est la Copamac Sidam, pour vraiment affirmer, mettre en avant le fait que les systèmes qui ont été bâtis, c'est pas arrivé aujourd'hui, mais sont aujourd'hui normalement devraient être mis en avant et reconnus au travers de leur action durable. Et donc on l'affirme, on l'a travaillé, on l'a bâti.
Et c'est le socle qui est aujourd'hui porté au travers du sommet de l'élevage. Insuffisamment reconnu encore, hein, n'est-ce pas? Oui, clairement. Clairement, je pense qu'il y a un déficit et c'est aussi imprégné par une politique générale qui demande de faire des progrès. Et on est prêts, nous aussi, à évoluer, à progresser. Mais la reconnaissance de l'existant, et pour nos systèmes qui sont déjà très avancés sur le volet environnemental avec la présence des prairies et le maintien de ces systèmes, mais aujourd'hui, il n'est pas assez reconnu et c'est un enjeu aussi de politique publique. Quelle est l'idée reçue la plus grotesque vis-à-vis de l'élevage contre laquelle il faut absolument lutter? Pour moi, c'est le fait de dire qu'il faut plus d'animaux pour ne pas consommer de viande. Sauf que à partir du moment où vous n'avez plus d'animaux, vous n'avez plus de consommation, qui est le fait d'une herbe utilisée par les animaux, et on valorise derrière la protéine animale pour faire en sorte que notre alimentation soit équilibrée et qu'on consomme de la viande de manière raisonnable, mais qu'on consomme de la viande. Marc, qu'est-ce que nous ont appris les événements récents? Je pense à la guerre en Ukraine. Comment doit-on revoir notre copie pour sortir de ces systèmes de dépendance? Alors moi j'ai une crainte pour le secteur de l'élevage vis-à-vis de l'augmentation très importante du prix de l'énergie. Donc heureusement aujourd'hui le prix de l'énergie rebaisse un petit peu. Mais sur un indicateur très simple qui est l'efficacité de transformation de l'énergie. C'est-à-dire si on regarde l'énergie produite sous forme de lait ou de viande par rapport à l'énergie mobilisée pour le système de production, l'élevage utilise 6 à 12 fois plus d'énergie qu'un système de grande culture ramené à l'énergie produite sous forme de céréales, de blé, etc. Ce qui veut dire que si on a une forte inflation demain sur l'énergie, l'élevage va être face à un mur difficile à franchir, puisque la concurrence vis-à-vis des grandes cultures sera difficile à tenir et les coûts de production risquent d'exploser. Donc il est absolument nécessaire d'identifier tous les postes d'énergie dans les systèmes d'élevage, énergie directe ou indirecte, pour essayer de s'en affranchir par rapport à l'inéluctable augmentation du prix de l'énergie sur les décennies qui viennent. Vous partagez cette analyse, Joël? Alors c'est peut-être là où je peux avoir une divergence, même si j'entends que l'évaluation elle est scientifique et je ne la conteste pas, c'est que l'élevage est adossé aussi à des territoires qui sont pour moi en grande partie inconvertibles. Et donc imaginez demain l'ensemble des territoires du Massif central sous une forme de pratique de culture, c'est pas possible. Et l'autre élément, et c'est là aussi où on souhaite porter la durabilité, c'est d'intégrer la biodiversité. C'est-à-dire que nos systèmes herbagers, ils se mesurent par le carbone, ils se mesurent par l'impact énergétique ou le coût énergétique, mais intégrons aussi la biodiversité pour aussi nous ramener à un niveau qui pour moi, nous ramène à un positionnement beaucoup plus vertueux. On ne comptabilise pas assez ces aménités positives. Je pense bien sûr à la biodiversité que vous venez de mentionner. Oui, clairement. Alors la difficulté, j'ai un scientifique à mes côtés, c'est comment on mesure la biodiversité. On peut mesurer ce qui est l'énergie, on peut mesurer le carbone, et encore il y a débat aujourd'hui sur l'impact carbone avec des approches qui varient. Mais alors là, pour la biodiversité, même si on a engagé et on souhaite nous avancer sur ce volet-là, on est sur des approches qui sont beaucoup plus difficilement mesurables. Vous n'avez pas travaillé sur la biodiversité, Marc? Alors sur la biodiversité, non, mais beaucoup sur ce qu'on appelle les externalités positives. C'est-à-dire tous les produits issus par exemple de l'élevage qui n'ont pas de rémunération économique. La biodiversité en fait partie, le stockage du carbone en fait partie, etc. Donc je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le Massif central sans élevage, c'est pas possible. Le citoyen consommateur serait le premier à s'en plaindre. Et pour moi, c'est la place de l'élevage, c'est où et comment. C'est-à-dire, ok, en zone de montagne, c'est complètement indispensable. En zone de plaine, il faut vraiment réfléchir au type d'élevage qu'on souhaite, et en particulier la mobilisation de cultures que l'homme pourrait consommer directement, et qui vont aujourd'hui sur des systèmes très intensifiés, qui ont aussi des effets directs ou indirects délétères, du genre les céréales, aujourd'hui en majorité, utilisent beaucoup d'intrants, pesticides, donc qualité des eaux, donc biodiversité, etc. Donc, il faut... Bien sûr, alors, du coup, quels sont les leviers d'action pour redéfinir l'élevage dans une agriculture durable? Parce qu'on va parler solutions. Joël. Alors, on travaille déjà sur ce volet de l'accompagnement au travers du réseau des chambres d'agriculture, c'est le support SIDAM, sur le fait de donner des leviers concrets aux agriculteurs. Alors, il y a des solutions qui sont existantes et qu'on ramène en termes de conseils pour trouver en effet cette capacité à trouver le bon équilibre entre un maintien de la production et le fait d'avoir des effets correcteurs sur l'utilisation des intrants, sur l'utilisation de l'énergie, pour pouvoir aussi progresser. Et donc c'est ce qui est intéressant, ce qui permet aussi aux agriculteurs de s'approprier quelque part la démarche, pour ne pas être que dans un schéma qui peut être considéré que philosophique. On va jusqu'à un conseil très concret pour permettre du progrès, une évolution et au final une économie qui génère aussi
du revenu, hein, puisque la durabilité, c'est l'environnement, c'est l'aspect social, mais c'est le revenu d'abord. Rappelons les 3 piliers, évidemment, Joël. On parle beaucoup d'environnement quand on parle de durabilité, c'est très bien. On a beaucoup évoqué là. Il y a le sujet du revenu, donc on progresse, on peut aussi aller chercher du revenu parce qu'on fait des économies, parce qu'on produit mieux. Et puis il y a le volet social, hein, donc on n'a peut-être pas le temps de tout évoquer là, mais le volet social, c'est aussi le fait de maintenir des hommes et des femmes sur le territoire. Parce qu'on est acteur de ce territoire et c'est l'enjeu de maintenir des écoles, des services publics par le fait d'avoir demain encore de nombreux agriculteurs qui soient éleveurs en grande partie sur notre territoire du Massif central. Même question, Marc, quels sont les leviers d'action? Quelle est notre marge de manœuvre? Je pense qu'il y en a plusieurs, mais celui que je soulignerai, c'est la politique agricole, hein, qui est quand même un outil extrêmement intéressant pour soutenir les systèmes de production vertueux, l'élevage à l'herbe du Massif central en particulier, voire aussi donner des orientations sur l'agriculture en zone de plaine pour favoriser l'implantation d'un élevage durable en zone de plaine. Donc je pense que la PAC, il y a quand même des moyens financiers extrêmement importants et pourrait être un outil intéressant. Et comment réinventer justement cette complémentarité entre le monde végétal et animal? Ça doit se faire à quel échelon, quelle échelle? Régionale, départementale, nationale? Comment voyez-vous les choses? En zone de montagne, on a un élevage qui est présent partout. Il y a les services qui vont avec, il y a les vétérinaires, les abattoirs, on pourra en parler, c'est un peu plus délicat. Mais en zone de plaine, si on veut réimplanter d'élevage, le problème, c'est que tous ces outils ont disparu au fil des 30-40 dernières années. Donc même s'il y a un enjeu agronomique et social extrêmement important pour réimplanter de l'élevage dans ces zones, la démarche va être longue et difficile, ne serait-ce que pour convertir les céréaliers, d'éventuellement remettre de l'élevage. Mais là, je pense qu'il faut repenser l'organisation à l'échelle des territoires, parce qu'il y a, à mon avis, des volontés, des éleveurs qui voudraient s'installer. Et donc, il y a des solutions innovantes. Par exemple, un éleveur sans terre qui va contractualiser avec plusieurs céréaliers pour utiliser les intercultures, etc. Donc, il faut être imaginatif pour redévelopper l'élevage dans ces zones. Il faut de l'imagination. Oui, bien sûr. Et il faut pouvoir aussi, je pense, ramener des choses qui sont du bon sens, parce que le système qui était, je pense pour moi, le plus durable, c'était le système de polyculture élevage, où adossé à un système herbagé, on peut avoir un peu de production de céréales en particulier pour pouvoir aussi ramener des produits qui permettent de finir les animaux. Enfin, c'est aussi des choses aussi simples que ça qu'il faut réinscrire, et d'où l'enjeu de la PAC, de la politique agricole commune, qui a eu tendance quand même à spécialiser les territoires et qui amène aussi aujourd'hui le mal du siècle, c'est la spécialisation des territoires. Alors, est-ce que c'est le mal? Après, les agriculteurs s'adaptent aussi. Voilà, les choix se font aussi dans des trajectoires qui sont portées par l'économie, par les politiques publiques. Le curseur a été poussé trop loin. Mais je pense que voilà, nos territoires, on ne va pas refaire l'histoire de la PAC, mais 92 a été quand même très très mal orienté par rapport aux zones de montagne et d'élevage. Depuis, on a plutôt corrigé. Et nous, on souhaite aller encore un peu plus loin parce que notre modèle doit s'inscrire avec une entente sociétale qui est aujourd'hui clairement en notre faveur, vers un meilleur accompagnement. Joël, vous êtes un grand trailer, oui, il faut le dire, et vous arpentez la vallée du Lot. Vous tirez la sonnette d'alarme, en tout cas vous êtes témoin d'une certaine déprise des endroits, effectivement, où il n'y a plus d'animaux. Oui, on le voit, c'est un vrai enjeu, hein. Donc là, pour le coup, la politique agricole commune avec des aides surfaciques, avec une aide à la montagne aussi qui permet de maintenir quelque part l'intérêt à entretenir les parcelles, maintient de bonnes situations. Mais il y a un enjeu aujourd'hui, voilà, l'effet démographique, le renouvellement qui est porté mais qui ne couvre pas le renouvellement de tous les exploitants qui partent en retraite, fait qu'il y a des enjeux. Et voilà, en effet, moi qui comme d'autres, de plus en plus pratique la course en montagne, on a la chance de bénéficier de paysages ouverts. Et il y a aussi un enjeu, et donc ça peut être aussi une aménité qui... Moins d'élevage égale forcément un déséquilibre. Sur certains territoires, peut-être Benoît complétera, mais en effet, voilà, ce qui est moins mécanisable, ce qui a moins de valeur agronomique, peut repartir sur de la friche ou de du reboisement. Et c'est pour moi un recul par rapport à la beauté des paysages qu'on a réussi à entretenir jusqu'à maintenant. Oui, juste un complément, je suis complètement d'accord. Les territoires les plus difficiles subissent une certaine déprise. Et donc on parle fermeture du paysage, mais on peut parler aussi risque d'incendie. Ça me fait très très peur. J'ai visité des élevages sur les plateaux au nord du Portugal. Et ils utilisent des milliers d'hectares grâce aux aides de l'Europe dans un but de limiter les incendies. Et on voit les catastrophes en termes d'incendie au Portugal, mais demain on les aura chez nous. Et des paysages qui se ferment, on augmente d'une façon considérable ce type de risque. Pour terminer, messieurs, je vous ai préparé un petit texte à trous à répondre avec
beaucoup de spontanéité. Vous allez compléter, s'il vous plaît. On va commencer par Joël. Tenez-vous prêts. Oui. L'élevage qui aura réussi, le modèle d'élevage plutôt, qui aura réussi le pari de la durabilité sera celui qui... Qui arrivera à concilier en effet les trois axes que sont l'environnement, le social et l'économie pour donner envie aux agriculteurs d'être présents demain. Tout bonnement, n'oublions pas ces trois piliers. Marc, même question, même exercice. Le modèle d'élevage qui aura réussi le pari de la durabilité sera celui qui, en une phrase, qui aura trouvé le moyen de valoriser au mieux les ressources locales et en particulier les fourrages. Mais oui, un modèle d'élevage durable existe, évidemment. Le monde animal est indissociable du monde végétal. Il s'agit aujourd'hui de trouver le point d'équilibre qui garantira l'avenir en n'oubliant pas effectivement le volet social, économique et environnemental. Merci messieurs, merci pour votre expertise. C'était Horizon Vert en direct du sommet de l'élevage durable 2024 à Cournon d'Auvergne.